commencer. Donc, le thème aujourd'hui, ça va être de voir les grammaires du côté parsing. Donc, comment on fait un accepteur de grammaire, un parseur. Et pour ce faire, on veut des grammaires qui ont une certaine forme, dans laquelle on va se débarrasser de l'ambiguïté. Voilà. Donc ça va être la notion de grammaire récursive gauche. Je me laisse. Voilà. Donc, petit rappel. Donc, une grammaire, c'est un ensemble de règles de production. Ça marche. C'est un ensemble de règles de production. Donc, on donne un exemple ici, dans lequel on a des noms terminaux, qui sont comme des variables. Un en particulier qu'on appelle l'axiome. Et puis, on a des règles de la forme X donne un mot qui est composé de noms terminaux et de symboles. Donc, on a un alphabet. Donc ici, on a une grammaire, en gros, qui donne des expressions arithmétiques. Donc ça va vous donner, ça peut vous générer des mots de la forme h de x, g de abc, voilà, séparés par des virgules. Donc ça, c'est le type de grammaire que vous rencontrez régulièrement quand vous faites un langage de programmation. Alors, une grammaire un peu plus intéressante qui est celle qu'on va voir dans le TD, enfin, que vous n'allez pas voir dans le TD, mais j'essaierai de vous faire une petite vidéo. Ça, c'est une grammaire, alors c'est presque extrait de la documentation de Camel, qui représente les expressions du langage Camel, donc, dans lequel on peut écrire une partie gauche égale une partie droite. Et là, on a les expressions arithmétiques avec des parenthèses et des constantes. Donc, on a vu qu'il y avait en fait des formes plus générales. Rien ne nous empêche d'écrire des règles de la forme x à y donne x, xb, par exemple. Alors, ce type de grammaire est beaucoup trop général et a une mauvaise propriété de complexité. On s'intéresse à des grammaires de type 2, qu'on appelle donc context free, dans lesquelles toutes les productions sont dans la forme variable donne une concaténation de symboles, symboles et non terminaux. Alors, on va voir que dans les contextes free, il y en a qui sont plus intéressantes que d'autres. C'est les grammaires qu'on appelle LL. Donc, je ne vous ferai pas la théorie du parsing des grammaires LR. Il y a d'autres familles de grammaires au sein des grammaires contexte free qui ont des bonnes propriétés pour le parsing. Là, on n'a pas beaucoup de temps, on va s'intéresser juste à LL. Et un autre intérêt de type 2, c'est qu'on peut y associer une extension des automates qui s'appelle les automates à piles, donc en anglais des push-down automata. Et j'espère avoir le temps aujourd'hui de vous introduire la notion de push-down automata et le lien avec le parsing. Voilà. Donc, une fois qu'on a introduit les grammaires, c'est quoi les questions qui nous intéressent? Donc, le pourquoi, ça vous le faites en TP là, dans le BE. C'est pour l'implémentation des langages de programmation, mais c'est quand même une notion de la grammaire qui intervient dans plein d'autres problèmes. Comme pour les automates, la première question naturelle, c'est comment est-ce qu'on fait si on me donne un mot pour vérifier s'il appartient au langage d'une grammaire. Donc ça, on avait vu la notion de dérivation, je vous rappelle. Alors, s'il y a des questions, n'hésitez pas à lever la main. Alors, on ne parle pas de grammaire déterministe, mais on parle plus d'ambiguïté. Donc, est-ce qu'on peut faire un parseur qui backtrack jamais, okay, qui peut décider en lisant un mot de gauche à droite, on revient en arrière, s'il appartient ou non au langage d'une grammaire contexte free. Et si oui, est-ce que ça correspond à une machine? Donc, une grammaire, c'est plus proche dans l'esprit d'une expression régulière. Quel est l'équivalent des automates? Donc, on en a parlé, c'est les push-down automata.
Et puis des problèmes de décidabilité. Est-ce qu'on peut tester facilement que deux grammaires sont équivalentes? Est-ce qu'on peut toujours se débarrasser de l'ambiguïté dans une grammaire, etc. Donc, petit rappel, c'est quoi une dérivation? Une dérivation, c'est un arbre. Donc, pour savoir, par exemple, si ce mot-là, AA, BA, BB, fait partie du langage accepté par la grammaire donnée ici, qui contient un seul axiome, qui contient pour l'axiome D. Mais c'est un arbre dont la racine c'est D, et dont les fils correspondent à les applications des règles. Okay. Si vous arrivez à faire un arbre, en appliquant les règles de manière top-down, vous avez une dérivation, vous avez une preuve que ce mot-là, le mot lu dans les feuilles, appartient bien à la grammaire. On a vu un autre principe intéressant, c'est si vous avez le même arbre en appliquant les règles depuis le plus à gauche et le plus à l'intérieur possible, okay, donc leftmost, c'est le même que le rightmost, alors votre grammaire est non ambiguë. Alors ça va avoir un intérêt pour notre discussion d'après. Donc le focus aujourd'hui, c'est comment je peux décider si ma grammaire elle est pratique pour faire un parseur, et comment je suis sûr que ça va me donner un parseur déterministe. Donc c'est quoi l'idée? Donc ça va être d'intéresser à un sous-ensemble des grammaires qu'on appelle LL de 1, c'est-à-dire les grammaires pour lesquelles il suffit de lire le caractère de tête pour savoir quelle règle de production utiliser. L'idée, c'est quoi? C'est à chaque fois qu'on lit un mot en entrée, on va le consommer de gauche à droite. Donc, à un moment, on va se retrouver avec un certain nom terminal. Donc, initialement, c'est l'axiome. Au bout d'un moment, on va se retrouver avec un nom terminal de tête et un bout de mot à lire. Et on veut qu'en lisant le premier symbole du mot qui reste, disons petit a, et en regardant le premier nom terminal de ce qui nous reste à faire, disons x, la donnée de a et de x me donne une seule règle. Okay. Donc c'est ce qui est écrit ici. On veut qu'en gros, pour chaque règle, en gros, on veut pouvoir calculer quels sont les symboles qui peuvent apparaître en tête quand on utilise cette règle. Et on ne veut pas qu'il y ait deux règles qui partagent les mêmes symboles de tête. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Là, cette grammaire-là, elle peut sembler avoir de bonnes propriétés. Il n'y a pas de règles qui ont l'air d'être ambiguës entre elles. Sauf que, qu'est-ce qui peut apparaître en tête d'un X? Il peut y apparaître un A, ce qui apparaît en tête d'un Y. Et en tête d'un Y, il peut y avoir un C ou un A. Donc là, on aura une ambiguïté entre ces deux règles. On peut avoir d'autres ambiguïtés liées au fait que, en fait, dans un X, on pourrait avoir une récursion. Donc on veut éviter les récursions à gauche. Au début d'un X, on pourrait avoir un Y, mais un Y peut commencer par un X. Et en fait, ce n'est pas clair quand on voit un B, si c'est un B qui appartient à la droite de cette production, ou bien si c'est un B qui va venir du Y, à cause de ça. Donc, toutes ces notions-là, que je vous introduis de manière, je vais essayer de vous donner une intuition. Je vais vous les définir de notions de manière plus formelle, en vous introduisant la notion de first, les caractères qui en sont en premier, et de follow, quels sont les symboles, les caractères qui peuvent apparaître après un nom terminal. Et supposons pour le moment qu'on vous ait donné une grammaire que j'appelle LL, pour laquelle je peux définir de manière non ambiguë, en fonction d'un symbole et d'un nom terminal, quelle règle appliquer. Okay. Donc on va voir
avant de vous montrer comment on vérifie qu'une grammaire est LL et comment on construit un parseur, je vais vous montrer à quoi ressemble la reconnaissance d'un mot dans le cas d'une grammaire LL. Alors, vous voyez, c'est un peu récursif ma définition. Donc, je vais vous donner une grammaire, et celle-là, je vous affirme qu'elle est LL. Alors, pourquoi? Ben, vous voyez, si jamais j'essaye de reconnaître un S et que je lis un A, la seule manière que j'ai de le faire, c'est d'appliquer la règle 1. Si je vois un C, la seule manière que j'ai, c'est d'appliquer la lettre 2. Un B ne peut jamais apparaître en tête quand j'essaye de réduire avec un S. Et un D, c'est la règle 3. Okay. Pareil pour T. Et si je regarde le petit tableau que j'ai construit, bah dans aucune case, j'ai deux règles ou plus. Les cases sont soit vides, ça représente une impossibilité. Okay. On ne peut pas reconnaître un mot qui commence par B, ou il n'y a qu'une seule règle. Donc, si j'arrive à construire un tableau comme ça, qui en fonction d'un symbole de tête et d'un nom de terminal me donne au plus une règle, je vais dire que ma grammaire est LL. Et donc, dans une deuxième partie du cours, on va voir comment on construit une telle table. Là, pour vous préciser l'intuition, je vais montrer qu'est-ce qui se passe quand on a une grammaire LL, quand on a une table. Imaginons que je vais reconnaître ce mot-là. OK, donc A, C, C, B, etc. Je veux vérifier si ce mot il appartient à la grammaire qui est donnée à gauche. Donc, cette grammaire, donc, généralement, l'axiome, c'est le nom terminal donné par la première règle. Donc, ici, c'est S. Donc, je veux vérifier si, à partir de S, par une séquence de dérivation, je peux obtenir W. Là, si je regarde ma règle, je commence par un nom terminal S. J'essaye de lire un A en tête. Donc, ce que je vais faire, c'est que je dois appliquer la règle 1. Ma règle 1, elle me dit que je peux réécrire S en ASBT. Ça tombe bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec S, B et T, il faut que je reconnaisse ce mot. Ça me donne donc un deuxième but. Maintenant, il faut qu'avec un S, je reconnaisse un mot qui commence par C. Si j'ai un S et que je essaye de reconnaître un mot qui commence par C, il faut que j'applique la règle 2. La règle 2, elle me dit que S se transforme en CT. Donc ce S ici, il se transforme en C en T. Il me reste encore B et T à reconnaître. Et ce C-là, donc ce A-là, il a été reconnu ici. Ce C-là, il a été reconnu ici. Okay. Et donc, il me reste à reconnaître le mot C, B, B, A, etc. avec T, B et T. Donc, il va me falloir reconnaître avec T un mot qui commence par C. Ben, c'est dans mon tableau, j'applique la règle 6. La règle 6, je peux remplacer T par C. Okay. Alors maintenant, vous voyez ce qui se passe. Ce T, il a été remplacé par C. Et maintenant, je me retrouve à essayer de reconnaître ce mot-là avec un mot qui commence par B. Alors, ça tombe bien. Ici, j'ai deux fois le même symbole. Je n'ai pas de règle à appliquer. Alors ça va être une règle par défaut qu'on va appeler un shift. Et donc maintenant, je me retrouve à essayer de reconnaître avec un T un mot qui commence par B. Et donc si je réutilise ma table, alors que j'ai retiré parce que j'ai plus la place, ben c'est forcément la règle 5. Je vais remplacer mon T par BS. Voilà. Maintenant, avec un S, il va falloir reconnaître ce mot-là. Ça, c'est la règle 1. Avec SBT, il va falloir reconnaître un mot qui commence par D. Ça va être la règle 3. Et donc, vous voyez, petit à petit, je vais arriver jusqu'à
jusqu'à avoir accepté l'ensemble du mot et avoir une production, là, un petit alpha, qui est vide. Donc là, j'ai donc à gauche là, de mon point, j'ai la partie du mot que j'ai accepté. Et à droite, j'ai un mot qui est dans sigma union V étoile. Okay, une sorte de alpha. Pour le reste, si j'arrive à epsilon et que j'ai eu tout le mot, je sais que ça a été accepté. Et vous voyez qu'à aucun moment, j'ai eu besoin de deviner quelle règle appliquer. Ma table me donnait une seule règle à appliquer. Donc ça suppose que je sais construire la table. Donc comment je fais? Tout d'abord, pour revenir, donc à chaque étape de ce que j'ai fait, okay, donc j'essaye de reconnaître un mot de la forme U suivi de V. J'en suis au moment où j'ai reconnu U. Il me reste un but qui est une concaténation de symboles et de non-terminaux. Et avec alpha, j'ai besoin de reconnaître V. Okay. Donc quelque part, ce que j'ai, c'est que j'ai un pointeur. J'ai lu les I premiers caractères. Je suis à la position I. Il me reste un mot à reconnaître. Et j'ai accumulé quelque part un ensemble de lettres et de non-terminaux qu'il faut que je réduise. Et dans cette situation, qu'est-ce que je fais? Ben, j'ai deux cas possibles. Soit mon mot alpha il commence par un symbole de sigma. Ben, il faut que dans W, je trouve le même symbole. Ça va être un shift. Soit mon mot alpha il commence par un non terminal, une variable, disons grand X. Ben, je lis le symbole qui se trouve dans le mot à reconnaître à la position I. J'ai une variable et un symbole. Je regarde ma table. Et je remplace le symbole par la règle, okay, par la partie droite de la règle. Ça, c'est ce qu'on appelle un reduce. Okay. Donc, on a shift, on a reduce. Alors, il y a un troisième cas qui n'est pas apparu tout à l'heure, puisque finalement, tout s'est bien passé, le mot est accepté. Il y a un cas qui peut apparaître si jamais on essaye de parser un mot qui contient une erreur, qui ne fait pas partie de la grammaire. Ben, il se peut qu'on ait parsé l'ensemble du mot, mais qu'il me reste encore des choses à réduire. Donc j'ai lu tous les caractères, mais il me reste encore des variables et des mots à réduire. Ça, c'est une erreur. Il se peut aussi que j'essaye de faire un shift. Pardon, oui, j'essaye de faire un shift, mais je n'ai pas le bon symbole en tête de mon alpha. Ça, c'est aussi un cas qui montre que le mot n'est pas accepté. Donc il y a un troisième cas qui est un stop, qui est le cas d'erreur. Ou bien on a terminé, à ce moment-là, on a reconnu le bon mot. Alors pour simplifier, aussi pour suivre les notations que vous avez utilisées, je pense en BE ou ailleurs. Alors la terminaison, c'est toujours enfin, décider qu'on est arrivé au bout du mot, c'est toujours un peu compliqué. Donc ce qu'on fait en général, c'est qu'on a un marqueur. Alors on va l'appeler $. Et donc $, ça va représenter la fin du mot qu'on parse. Okay. Alors c'est un peu l'équivalent du backslash 0 quand vous lisez une string en C. Et donc mon test de fin, ça va être de dire que j'ai $, enfin, je vois $, dans le mot, je suis à la fin du mot, et il faut que je reconnaisse $. Ça va simplifier les définitions par la suite. Et donc voilà à quoi ressemble la table maintenant. On a des règles de la forme X donne bêta, S donne A, S, BT. On veut construire une règle, et ce qu'on voit ici, c'est la partie droite de la règle.
reviendrai là-dessus plus tard. Donc, comment je fais pour vérifier que ma grammaire est non ambiguë? Donc, elle est non ambiguë, donc elle est LL. Si je peux construire une table, ok, et quand j'ai la table, je sais construire le parseur. Et ben, pour prouver qu'une grammaire est LL, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer un algorithme pour construire la table. Si on y arrive, c'est que la grammaire est LL. Si jamais on n'arrive pas à la construire, on va avoir un rapport, enfin une explication d'où vient l'ambiguïté. Alors dans la pratique, quand vous tombez sur une ambiguïté, généralement ça vous donne un indice de comment réécrire la grammaire. Par contre, il n'est pas toujours possible de transformer une grammaire en une grammaire non ambiguë, parce que si c'était le cas, ça contradierait plusieurs résultats de complexité qu'on connaît. Ça voudrait dire que toutes les grammaires seraient non ambiguës, et on avait vu au dernier cours qu'il y a des exemples qui montrent que ce n'est pas vrai. Et donc, la construction de la table, elle va reposer sur trois fonctions, sur trois relations. Donc, la première, first, qui va m'associer à un nom terminal, par exemple x, l'ensemble des caractères qui peuvent apparaître en tête quand on réduit un x. Nul, ça va être un test pour me dire est-ce que c'est possible à partir d'une variable d'arriver à vide, à epsilon. Et follow, alors follow, on va voir d'où ça intervient, mais follow, en gros, ça va vous dire si j'ai une règle de la forme A, X, B, Z, le crayon fait des bizarreries. Donc follow, ça va vous dire quels sont les caractères qui peuvent suivre le symbole X dans une règle de production. Donc là, on va dire qu'un B peut suivre un X si dans ma grammaire, j'ai une règle de la forme Y dans laquelle B suit X. Alors, on va voir pourquoi on a besoin de follow en général. Alors, c'est quoi first? On va donner une définition inductive. Si j'ai une règle de la forme X donne A, Y, où A est un symbole, A est dans mon alphabet, je vais dire que A fait partie de first de X. Okay. Et donc, pour que ma grammaire soit LL, on veut éviter des cas où on ait deux règles différentes qui ont le même first. Nul, comme je vous l'ai dit, ça va être vrai ou faux, ça va être un booléen. Ça me dit si un mot est nullable, c'est si donc pardon, c'est pour me dire si le nom terminal me permet de dériver le mot vide. Okay. Alors pourquoi on a besoin de ça? Imaginons que j'ai une règle de la forme x donne a gamma. Donc nécessairement a c'est un first de x. Mais j'ai aussi z qui me donne x, y. Et ça, si x est nullable et que y et que a est un premier de y, on va l'écrire un peu différemment. Alors, sous PowerPoint, le crayon est assez mal supporté, désolé. Voilà. Si on avait une deuxième règle qui a l'air inoffensive de la forme x donne z u de y, et que a est un premier de y, là on aurait un possible conflit ici. Donc on aurait deux règles qui me permettent d'avoir un a en tête si z est nullable. Donc je vais avoir besoin de détecter quels sont les non-terminaux qui sont nullables. Et donc follow, c'est quoi? Et qu'est-ce qui peut aussi apparaître en tête quand on en tête quand on essaye de lire un x?
Mais c'est toutes les variables qui sont en tête de Y quand X est nullable. Et donc, on a besoin de savoir qu'est-ce qui peut suivre un X. Ça, c'est follow. Alors, donc peut-être le plus simple, la définition donc mathématique. Donc first, donc on va définir first de X, mais en fait, on peut définir first de alpha, où alpha c'est n'importe quel mot composé de symboles et de noms terminaux. Okay. Donc, par définition, je vois toutes les dérivations que je peux faire à partir de alpha et je prends tous les caractères qui apparaissent en tête. Alors, cette définition, elle est mathématiquement, elle est sound, okay, elle est correcte. Enfin, ça me définit bien un ensemble. Ça me définit un ensemble qui est inclus dans mon alphabet. Okay. Par contre, ça ne me donne pas réellement un moyen implémentable de calculer first. Parce qu'a priori, j'ai un nombre infini de dérivations possibles. Donc, c'est une définition qui, sémantiquement, est intéressante, mais qui n'est pas constructive. On ne me permet pas de calculer effectivement first. Alors, null, on a dit c'est ça. Alors ça, on va voir, ça aussi, ça repose sur une quantification existence universelle sur toutes les dérivations, enfin là plutôt existentielle. Mais on va voir que c'est assez facile de vérifier en gardant la forme des productions. Et follow est un peu plus compliqué. Donc follow de X, c'est quoi? C'est tous les mots qui peuvent apparaître à la suite d'un X dans une production à partir de l'axiome. Et là, encore une fois, des mots de cette forme-là, on pourra en avoir une infinité. On peut avoir une infinité de réductions. Donc ça, c'est la définition sémantique de ces trois ensembles. Et on va avoir un moyen effectif de les calculer. Mais d'ores et déjà, ça va être quoi la notion d'ambiguïté? Quand on a deux règles, x donne alpha, x donne bêta, éviter les conflits, donc éviter l'ambiguïté, c'est en gros ne pas savoir first de alpha et first de bêta disjoints. Donc, quand est-ce que, là je me répète encore, quand est-ce que ma grammaire va être LL de 1? Donc je ne veux pas de conflit de cette forme-là. Donc ça, on va appeler ça des conflits first. Okay. Et puis le deuxième dont on a parlé, dont on n'a pas vu d'exemple au début, mais on voit que ce qui peut se passer également, c'est que x puisse donner lambda, et que finalement, on ait une lettre qui soit dans le first de alpha, mais qui soit aussi dans le first de quelque chose qui suit x. Okay. Donc on veut aussi éviter ce type de conflit. Alors comment on peut définir first de alpha? Si alpha c'est vide, il ne peut rien y avoir au début. Là on donne une construction, une définition par induction sur la taille de alpha. Okay. Si mon alpha c'est juste un symbole dans sigma, le first c'est lui-même. Puis maintenant si on a un mot, et ce qui peut arriver en premier, c'est ce qui est en premier dans alpha 1. Mais si alpha 1 est nullable, on peut aussi avoir ce qui apparaît premier en alpha 2. Et si alpha 1 et alpha 2 sont nullables, on peut avoir ce qui est en premier dans alpha 3. Donc on obtient cette définition-là, qui est un peu indigeste, mais qui vous dit c'est l'union des firsts de alpha i du moment que tous les alpha j à gauche sont nullables. Donc ce qui me manque maintenant, c'est qu'est-ce que c'est que first de x?
Qu'est-ce que c'est que first pour une variable? Ben, ça va être le first de toutes les productions. Donc, si on a x donne alpha 1, alpha 2, le first de x, ça va être l'union des first de alpha i pour les productions pour la variable x. Donc, si on a une règle de la forme x donne y1, yn, bah, dans first de x, je vais avoir first de y1. Et si y1 est nullable, je vais avoir first de y2, etc. En particulier, first de z est inclus dans x si y1 et yn sont nullables. Pour follow, on a aussi une définition incrémentale comme ça. Qu'est-ce qu'on met dans follow? Si on a une règle dans follow de x, si on a une règle dans laquelle x apparaît, donc A donne quelque chose qui contient x, dans follow de x, on va mettre qu'est-ce qui peut apparaître après un x? Il peut y avoir first de y1, et si y1 est nullable, on va avoir first de y2, donc en gros on a first de z du moment que y1 yn est nullable. Alors, ces deux notions de first et de follow, là, vous voyez, j'ai changé de couleur de fond. Si on revient aux notations qui sont utilisées à l'ANSET, alors dans la plupart des livres, on utilise, enfin, sur le sujet, vous trouverez uniquement first, follow, et la notion de first et de first follow conflict. Alors en France, on a une notion de symbole directeur qui est assez intéressante en fait, qui va représenter les deux. Donc, un symbole directeur s'associe à une règle. Donc, je vais dire que si j'ai une production de la forme x donne alpha, je vais dire que le symbole directeur de cette règle, c'est alpha, enfin c'est first de alpha, si alpha est différent de lambda, donc du vide. Et quand j'ai des productions de la forme x donne vide, le symbole directeur de ça, ça va être follow. Donc le symbole directeur d'une règle, c'est un ensemble de symboles. Okay. Et on a deux cas possibles. Alors pourquoi c'est avantageux? Ça va nous fournir un critère unique pour décider de l'ambiguïté. On va le voir après. Et en fait, pour construire ma table, ce que je rajoute, ce que je mets à l'intersection de la variable x et du symbole b, et ben, c'est la règle, c'est le mot alpha qui appartient, qui est la partie droite de la production x d'un alpha, dans le cas où b c'est un des symboles directeurs de cette règle. Alors, ça semble un peu abstrait, ça va devenir plus pratique dans les exemples que je vais vous donner maintenant. Mise en pratique des concepts. Donc je veux vérifier qui est nullable. Alors, est-ce que S est nullable? A priori, à partir de cette règle-là, non. Pour que S soit nullable, il faudrait que A et B et S soient nullable. Okay. Alors, ça va nous poser la question de A. Alors, est-ce que A est nullable? A priori, non, mais il serait nullable si B l'était. Est-ce que B est nullable? Alors, B, il est trivialement nullable parce qu'on a une règle de la forme B donne lambda. Donc, ici, c'est yes. Mais comme B est nullable et que A donne B, on sait que A est nullable. Alors, est-ce que S est nullable? Ben, on sait qu'on pourrait avoir S donne S, mais il n'y a pas de moyen, d'avoir lambda à partir de S. Okay. Donc, tout ce qu'on peut faire, ce serait en gros accumuler des S, avoir un S étoile. Donc, S ne l'est pas. Donc, comment est-ce qu'on vérifie comment on calcule ces valeurs?
Bah, en gros, vous voyez, une itération, on va commencer par mettre un vrai dans toutes les variables qui ont une règle de production de la forme x donne lambda. Et après, on va regarder toutes les règles qui ont en partie droite que des variables non label, enfin, une concaténation de variables non label, celles-là le deviennent. Et on continue bah, jusqu'à ce qu'on atteigne un point fixe. Et les gens qui restent, ils ne sont pas nullable. Voilà. Comment on calcule le first? Excusez-moi. Excusez-moi, il y a une petite erreur. Comment est-ce qu'on calcule le first? Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les firsts de S? Dans les firsts de S, il y a forcément D, parce qu'on a une règle de la forme S donne D. On a aussi ce qui apparaît en first de A. Et puis, comme A est nullable, on va voir ce qui apparaît dans les firsts de B. Okay. Donc déjà, on sait que dans S, on a ce qui est au début de A, au début de D, et puis aussi ce qui sera au début de B. Donc pour calculer first de S, j'ai besoin de calculer first de B. Pardon, first de A. First de A, on voit que ça contient first de B et A. Qu'est-ce qu'il y a dans first de B? Il y a C. Okay. Et comme ici, B est nullable, j'ai aussi ce qui peut suivre un B. Qu'est-ce qui peut suivre un B? C'est un S. Et donc, je pourrais avoir au début d'un S ce qui est au début d'un S. Donc ça, c'est un point fixe. Et plus globalement, en fait, on voit que tout mon alphabet, là, A, C, D, fait partie de first. Donc, je peux m'arrêter. Okay. Qu'est-ce qui fait partie de follow de A? Alors, je vais calculer follow de A. Alors, ça, je n'ai peut-être pas été assez clair là-dessus. Dans follow, je vous ai dit qu'on rajoutait un symbole spécifique $. Donc, dans ce qui peut suivre l'axiome, il y aura toujours le symbole de fin $. Donc, par défaut, on met toujours un $, dans le follow. Okay. De l'axiome, pas des autres variables. Donc, dans le follow de S, on va avoir le $. Okay. Qu'est-ce qui peut follow un S? C'est tout. Okay. En gros, le S, il peut apparaître qu'à la fin du mot. Donc la seule chose qui peut le suivre, en fait, c'est la fin du mot. Qu'est-ce qui peut apparaître après un A? On voit qu'après un A, il peut y avoir BS, à cause de la règle S donne ABS. Donc, après un A, il peut y avoir ce qu'il y a au début d'un B. Qu'est-ce qu'il peut y avoir au début d'un B? Au début d'un B, il peut y avoir un C. Okay. Mais maintenant, B est nullable. Donc, on peut aussi avoir, après un A, ce qu'il y a au début d'un S. Et au début d'un S, c'est A, C ou D. Donc, qu'est-ce qui peut follow un A? C'est A, C ou D. On va avoir le même raisonnement pour B. Donc, ici, j'ai construit ma table qui contient nul, first et follow. À partir de cette table, comment je construis mes symboles directeurs? Donc, on a dit le symbole directeur de la règle S donne A, B, S. C'est tout ce qui peut être le first de ABS.
A est panelable, donc ça c'est first de A. Donc c'est A, C ou D. C'est quoi le symbole directeur de la règle S donne D? C'est le first de D, c'est D. Et là, je vois déjà, j'ai un conflit. Okay, j'ai deux règles pour la variable S, pour l'axiome d'ailleurs, qui ont des symboles directeurs qui partagent un même symbole dans leur symbole directeur. Okay, l'intersection c'est D. Donc là, j'ai un conflit. Donc je sais que ma grammaire ne peut pas être LL. Pourquoi? Quand je lis un D, je ne sais pas si c'est parce que mon mot il est de longueur 1 et que je vais juste m'arrêter, ou bien si c'est parce que j'ai besoin d'abord de lire un A, puis un B, puis un S pour enfin trouver un D. Voilà. Donc, à partir de cette table-là, je trouve déjà un premier conflit, et donc il faudrait que je désambigue ma grammaire. Et donc un moyen ici, bah, ça serait de... donc on n'a pas de récursion immédiate, mais on pourrait mettre D, enfin on pourrait développer ici le A, jusqu'à faire apparaître un D en tête, et on pourrait faire une factorisation sur D. Alors un autre type de conflit que j'ai dans cette grammaire, vous voyez que j'ai une règle de production de la forme B donne lambda, et donc le symbole directeur de B donne lambda, c'est first, c'est follow, c'est follow de B. Follow de B, c'est A, C et D. Et j'ai aussi B donne C. Donc le symbole directeur de B donne C, c'est C. Et le symbole directeur d'une règle qui donne un lambda, c'est follow de B. Et ça, on a vu, c'est A, C et D. Donc ici, on a encore deux règles pour la même variable, dont l'intersection des symboles directeurs est non nulle. Donc on a un deuxième conflit qui est moins évident, mais qui apparaîtrait en construisant le parseur. Donc là, c'est un exemple de grammaire qui n'est pas LL et qui en fait exhibe les deux formes de conflit. Alors, un exemple un peu artificiel encore. Ça ne représente pas un langage connu, hein, d'expression ou autre, mais on va voir que ça va donner une grammaire LL. Donc j'ai une grammaire très simple ici. Donc on suppose quelque part qu'on a une règle supplémentaire. Donc, on a un axiome par défaut, ok, qui dit qu'un mot doit terminer par un $. On a deux variables S et E, et on veut savoir qui est nullable, quels sont les firsts de S et de E, et quels sont leurs follow. Alors, est-ce que E est nullable? Non. On n'a qu'une règle de production qui ne permet pas d'avoir epsilon. Est-ce que S l'est? Vous voyez, ce n'est pas possible d'avoir un mot de taille 0, parce que dès qu'on essaye de générer quelque chose à partir de S, on a au moins un I ou un C au début. Donc on sait que ce n'est pas nullable. Donc tester nullable, si ce n'est pas clair pour vous, c'est vérifier si on peut générer un mot de taille 0 depuis la variable. Donc en gros, ça revient à essayer de trouver un chemin si on dit que dans un graphe dans lequel on tracerait des liens entre les variables à travers les productions, un chemin où on n'a que des variables qui amènent à lambda sans jamais passer par un symbole.
Donc ça, c'est un simple parcours dans un graphe, voilà, une sorte de graphe de dépendance. Et ça, c'est assez automatique. Quels sont les firsts? Alors, le first de S, ben, on voit que ça peut être I ou C. Okay. Donc ça veut dire que le symbole directeur de la règle x donne C, c'est C. Le symbole directeur de la règle x donne I, E, T, S, blablabla, c'est I. Et ils sont différents. C'est bon. Quels sont les follow? Pardon, quelle est la force de B? Bon, c'est B. Quels sont les follow? Ben, le follow de S, il contient de l'A, parce que S, c'est l'axiome. Le S, il apparaît ici, il apparaît ici. Donc, après un S, on peut avoir un E. Donc, dans les follow de S, il y a aussi E. Et dans les follow de E, le E, il apparaît ici, dans cette règle. Qu'est-ce qui suit un E? Ça peut être un T. Voilà, j'ai construit ma règle. Alors ici, ça me dit quoi? Ça me dit que le symbole directeur de E, si c'était DS, excusez-moi, de E donne B, c'est B. Voilà, on a ça. Si je regarde, je n'ai pas deux symboles directeurs pour deux règles avec la même variable qui s'intersectent. Donc je sais que je vais pouvoir construire ma table. À quoi elle ressemble ma table? Pour chaque variable et pour chaque caractère qui est dans sigma, ici la règle S donne IETES, elle a comme symbole direct, elle contient I. Donc je vais mettre la partie droite de la règle ici. T appartient à aucun symbole directeur, donc il n'y a rien. Pareil pour E. C, il peut apparaître avec cette règle-là. Okay. Donc en gros, si j'ai SD de X d'un alpha qui contient B, ben j'aurais mis un alpha ici. J'aurais mis mon alpha ici. À partir de cette table, est-ce que je peux décider si ce mot-là est reconnu, fait partie de du langage de cette grammaire? Vous voyez, je commence avec comme but l'axiome, puis ce symbole de fin de mot, W auquel j'ai mis le symbole de fin de mot, j'ai I, j'ai S, je vais voir ça, je vais essayer de reconnaître ça, et il me reste à reconnaître E, T, S, E, S. J'ai B et j'ai E. B et E, ça me dit que c'est accepté. Il me reste à reconnaître. Excusez-moi, je crois que c'est un Ouais. fait dans ETSES, deuxième E, sinon ça va bloquer. I, E, T, S, E, S. Alors vas-y, répète. Ben, vous essayez de reconnaître un grand E alors que c'est un petit E. Enfin, ce que vous venez d'écrire en rouge. Alors oui, Ce que vous avez écrit en rouge. c'est un petit E, voilà. Excuse-moi. Ouais. Ouais. On va commencer. Donc ici, je commence avec ce mot-là, tous les deux avec un I. Donc il me reste à reconnaître BT, CE, C, $. Et qu'est-ce que j'ai en... Donc il faut imaginer que j'ai une sorte de mot courant qui contient des variables et des symboles. Donc je suis parti en essayant de vérifier que W était reconnu par ce mot-là.
je me retrouve avec un autre but qui est de vérifier que ce mot-là, qui est en gros le, 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 le préfixe, je mélange toujours préfixe et suffixe, le préfixe de W. Okay. Donc on se retrouve avec un but dans lequel j'ai un mot qui est plus court d'une lettre. Et à droite, j'ai un mot qui contient des noms terminaux et des symboles qui peut être plus grand. Okay. Vous voyez qu'à chaque étape, je vais réduire la taille du mot, W là, à reconnaître. Donc, je sais que mon processus, il va prendre au plus 7 étapes. Bon, exactement. Donc, j'ai B et j'ai E. B et E. Alors, cette règle-là, elle ne va pas me faire réduire la taille du mot, mais elle remplace une variable par quelque chose. Donc, j'élimine les B dans les deux. Il me faut reconnaître TC avec T. Donc là, j'ai ce qu'on appelle un shift, j'ai un T entre les deux. Donc je dois me remettre, je dois vérifier si CEC est reconnu par le mot S, grand E, S. Dollar. Chaque fois, j'ai oublié dollar. J'ai C, j'ai grand S. Ça me donne un petit C. Donc là, ça me donne C, E, S. Je peux faire un shift. Je vais essayer de reconnaître EC dollar avec ES dollar. J'ai E et E. Là, je plante parce que c'était un petit E comme tout à l'heure. Et petit E et petit E, je peux faire un shift. Je me retrouve à vérifier si C est reconnu par S. C'est bon. Vous voyez que ce mot-là est reconnu. Si j'avais eu le mot IBTC dollar, ben, je me serais retrouvé avec à essayer de reconnaître dollar avec quelque chose qui commence par S. Là, j'aurais bloqué. Bon. Est-ce que c'est clair? Alors, bon, c'est une fausse question, ça ne doit pas être très clair, mais essayez de le refaire chez vous. Je donne quelques petits exercices d'application à la fin. Faites-le vous-même et vous voyez que le processus il est assez automatique. Et en fait, de construire une table, c'est faire un programme qui construit une table à partir d'une grammaire, c'est assez simple. Alors, un autre exemple. Donc, essayez de suivre en même temps. J'ai besoin de savoir qui est nullable. Donc, a priori, X ne peut pas l'être. Parce que vous voyez que X il contient au moins un A ou un C. Okay. Donc là, c'est faux. Est-ce que Y peut être nullable? Bah oui, parce qu'on a une règle qui nous dit que Y peut donner lambda. Okay. Donc cette colonne, généralement, elle est assez facile à calculer. Alors les first, il faut faire un peu plus attention. Qu'est-ce qui peut apparaître au début d'un X? Au début d'un X, on peut avoir un A. Okay. Y est nullable. On peut aussi avoir un C qui apparaît au début d'un X. Et au début d'un X, on va aussi pouvoir avoir ce qu'il y a au début d'un Y. Alors, calculant ce qui peut arriver au début d'un Y, au début d'un Y, on peut avoir juste un B. OK? Mais on pourrait aussi avoir ce qui suit un Y, puisque Y est nullable.
Donc, on pourrait avoir un C. Qu'est-ce qu'on peut avoir au début d'un Z? Bah, rien du tout. Parce que Z, on aurait pu substituer Z par lambda d'ailleurs, mais bon. La grammaire, elle n'est pas minimale. Qu'est-ce qu'on a dans les follow? Alors ici, X, c'est l'axiome, donc on va avoir le dollar. Qu'est-ce qui peut suivre un X? Bah, X, il apparaît nulle part ici. Donc, il va y avoir juste $. Qu'est-ce qui peut suivre un Y? Y, il apparaît dans une production. Ici, cette règle-là. Dans cette règle-là, il suffit d'un C. Donc, ici, on a C. Qu'est-ce qui peut suivre un Z? Alors, Z, il apparaît à la fin de Y. Donc, a priori, donc Z, il apparaît qu'ici. Donc, il n'y a rien qui suit Z. Mais d'un autre côté, il apparaît à la fin. Donc, là, ce qui peut suivre un Z, c'est ce qui peut suivre un Y. Et qu'est-ce qui peut suivre un Y? C'est C. Donc, ça nous donne ce tableau-là. À partir de ce tableau, je construis mes symboles directeurs pour chacune des productions. Donc là, j'en ai 2, 5. Okay. Le symbole directeur de la production X donne YC, mais ça va être à la fois le first de Y, donc c'est B, mais aussi son follow, parce que Y est nullable, donc C. Le symbole directeur de A, c'est quoi? C'est A. De BZ, c'est B. De Y donne lambda. Donc, on a dit que quand on a une production de la forme Y donne lambda, son symbole directeur, c'est le follow de Y. Follow de Y, c'est C. Le symbole directeur de cette règle-là, c'est le follow de Z. Et le follow de Z, c'est C. Maintenant, on regarde. L'intersection de B et C, c'est nul. Là, on n'a pas de risque de conflit. L'intersection entre ces symboles directeurs, c'est nul. Voilà. Donc, cette grammaire, elle va être LL. Et en plus, je peux construire sa table. Et sa table, elle ressemble à ça. Pour X, dans les colonnes B et C, je vais mettre la règle YC. Dans la colonne A, je vais mettre la règle X donne A. C'est plus clair? Donc, j'ai commencé par vous montrer dans le cours qu'est-ce qui se passe si on me donne une table, sans vous dire comment la calculer. Okay. Si on me donne une table comme ça dans laquelle j'ai au plus un membre droit, et je sais faire un parseur qui est sans backtracking, dans lequel en fait j'accumule des séquences de symboles et de non-terminaux qui sont des choses à réduire pour plus tard, okay, et dans lequel à chaque fois je lis un caractère et je le détruis, je le consomme en allant réduire mon paquet. Et là, ce que je vous ai montré, c'est comment je sais construire cette table dans certains cas. Donc, dans le cas où je sais prendre ma grammaire et construire des symboles directeurs donc, qui partitionnent, qui sont disjoints, je sais que ma grammaire est telle. Et donc la vraie question, c'est qu'est-ce qui se passe si, en faisant cette construction, par malheur, je tombe sur deux symboles directeurs qui ont le même first?
Donc, ma grammaire en elle-même est LL, mais ça ne veut pas dire que mon langage ne l'est pas. Alors, on pourrait dire qu'un langage est LL s'il existe une grammaire LL pour ce langage. Alors, il n'y a pas de test pour vous dire si un langage est LL. Il n'y a pas de test pour vous dire si une grammaire peut toujours être réécrite dans une grammaire LL. Okay. Par contre, il y a des sortes de recettes qui vous permettent de réécrire automatiquement votre grammaire et qui, la plupart du temps, convergent dans une grammaire qui est LL. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on voit que c'est une ambiguïté. Je peux avoir un B en tête d'un S par cette règle-là, mais aussi par cette règle-là, parce qu'un B peut apparaître au début d'un A. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais substituer A par sa définition. Pardon, je peux commencer par éliminer la récursivité à gauche sur A. Donc, comment je fais? J'introduis une nouvelle variable A', qui est de la forme de... Excusez-moi. On va faire... On va dire que A, ça peut être B suivi de A'. Et A', ça peut être quoi? Ça peut être vide ou ça peut être petit a suivi de A'. Donc ça vient de l'élimination de la récursivité sur A. Okay. Et maintenant, on peut substituer A pour sa définition. Donc ça va nous dire que S, c'est B A' grand S ou petit b. Donc en éliminant la récursion et en faisant une substitution, on a fait apparaître ici en fait le conflit directement au niveau de la production. Ça, on peut l'éliminer en factorisant. Donc, comment on fait pour factoriser? Donc on a réécrit quelque chose qui nous dit B A'(S). Okay, on a deux règles comme ça. Il suffit de rajouter un facteur, de dire que S, c'est B suivi de F. Et F, ça peut être A'(S) ou lambda. Qu'est-ce qu'on avait? On avait que A', c'était A' ou lambda. Vous voyez qu'on peut substituer A' pour sa définition. Donc ça va nous donner un S, c'est un B suivi d'un F. Un F, c'est un A c'est un A', donc c'est un A suivi d'un 1' ou d'un S. Ou c'est un S, donc c'est un BF. Ou c'est un lambda. Et A', c'est un A suivi de A' ou un lambda. Et si on regarde cette grammaire, vous voyez que le symbole directeur pour cette règle-là, c'est B. Pour cette règle-là, ça va être A. Pour celle-là, c'est B. Et pour celle-là, ça va être follow de F. Et qu'est-ce qui peut follow de F? En gros, juste $, parce que le F, il apparaît qu'à la fin de l'axiome.
Le symbole directeur pour cette règle-là, ça va être A. Et pour celle-là, ben, ça va être follow de A'. Et qu'est-ce qui peut follow de A'? Ben, c'est ce qui arrive au début d'un S, donc c'est un B. Donc cette règle-là, le symbole directeur, c'est A et lui, c'est B. Donc on obtient une grammaire. Voilà, je suis parti d'une grammaire qui n'était pas LL, mais en réécrivant, voilà, je l'ai transformé en une grammaire qui, elle, sera LL. Alors, donc ça doit être sur les transparents qui sont disponibles sur le Moodle. Il y a un certain nombre d'exercices. Alors, donc là, c'est une grammaire, en gros, pour un langage. Qu'est-ce qu'il vous dit, ce langage? Il vous dit qu'un S, ça peut être un A ou un B. Et vous voyez que les A, en gros, c'est des choses de la forme ANBN. Puisqu'à chaque fois qu'on introduit un A, il y a un B à la fin. Et un B, c'est la forme BN-AN. Donc, ce qu'on a, c'est quelque chose qui, a priori, est une disjonction. Voilà. Est-ce que cette grammaire-là, elle est LL de 1? Un autre exercice, alors un peu plus compliqué. Donc, essayez, vous pouvez les retrouver sur le Moodle, vous pouvez les faire pour vous exercer. Si j'ai un peu de temps à la fin du cours, j'y reviendrai. Et enfin, ça, c'est en gros une représentation du TP3. Et ça, donc, j'essaierai de vous le faire sur une vidéo que je me rajouterai dans le Moodle. Donc ça, c'est une grammaire plus utile, entre guillemets. Donc c'est la grammaire d'un petit langage algébrique, pas d'expression arithmétique. Celle-là, typiquement, elle n'est pas LL parce qu'il y a de la récursion à gauche, ici, entre les E et les T. Mais après élimination de la récursion, vous pouvez essayer de démontrer qu'elle est LL. Vous allez voir qu'en fait, même s'il y a beaucoup de règles, et il commence déjà à y avoir 3 variables, en fait, le tableau est assez creux, et donc ça donne un algo assez rapide. Alors. Donc pour la fin du cours, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer les push-down, donc la partie opérationnelle qui... Bon, vous allez voir qu'un push-down, c'est globalement un automate qui implémente la table de réduction. Donc les automates à pile. Voilà. Alors, je n'ai pas énormément de temps, donc je vais vous donner je ne vais pas faire comme d'habitude où je commence par vous donner un peu des intuitions et des exemples, et puis ensuite les définitions formelles. Je vais commencer directement par les définitions formelles. Donc, un push-down, c'est un automate, donc c'est à la... J'écrivais sur ma feuille. Donc un automate, on a vu, il y avait un alphabet, un ensemble d'états, une règle de réduction, okay, un ou plusieurs états initiaux, bon, disons un seul, pour simplifier la chose, et un ensemble d'états finaux, donc qui est inclus dans Q. Donc, ça, c'est en gros un test d'acceptation. Donc, qu'est-ce qu'on va rajouter dans le pushdown? On va rajouter une pile. Donc, une pile, ça va être un mot. Et le mot, initialement, donc c'est une séquence de symboles. Et donc, au début,
de la même manière qu'on a un état initial, on aura un symbole initial. Okay. Alors, assez souvent, on l'appelle Z pour 0, mais ça fait partie de la définition de l'automate. Et maintenant, la fonction de transition, elle va nous permettre de changer d'état en lisant un symbole. Okay. On va pouvoir aller de Q à Q', faire des boucles. Mais en même temps qu'on va lire un symbole, on va pouvoir tester ce qui se trouve sur notre pile. Okay. Et on va pouvoir remplacer ce qu'il y a sur la pile par quelque chose d'autre. Donc au lieu d'avoir, depuis l'état Q en lisant A, je vais dans Q', je vais m'autoriser à tester le symbole qui se trouve au début de ma pile, le symbole de tête de gamma. Et ce symbole de tête, je le substitue par bêta. Alors, comment ça se lit cette règle? Donc, dans un état Q, avec un symbole de tête S sur gamma, si je lis le symbole A en entrée, okay, alors il y a un cas spécial où on peut lire, on a des epsilon de transition, on accepte aussi de lire un epsilon. Je change d'état pour aller dans Q', et j'update, je modifie ma stack en effaçant S et en le remplaçant par bêta. Okay. Donc j'avais au début gamma qui est égal à S gamma prime, et à la fin, je vais avoir quelque chose qui sera bêta gamma prime. Alors de la même manière qu'on peut... Donc là, ça nous donne un pas de réduction. On peut définir la clôture transitive de cette réduction. Et donc on peut dire, à partir de Q et d'un mot, et d'un état de ma pile, de ma stack, je peux faire une séquence de transition. Donc le mot ici va être réduit. Alors ou pas, si on n'a fait que des epsilon de transition. Et donc on a un mot qui est plus petit, le mot il ne peut pas grandir. Et on a une stack qui a pu rétrécir ou pas, en fonction des réductions qui ont été faites. Alors, graphiquement, ça ressemble à quoi? Donc ça, c'est une figure qui a été obtenue à partir d'un outil qui s'appelle JFlap. Donc de la même manière que j'avais basé mon cours sur les automates sur Vaucanson, il existe plusieurs outils qui permettent de faire de la simulation et de la manipulation de pushdown et de grammaire. Donc, si vous êtes intéressé par ça, vous pouvez aller regarder JFlap. C'est pas mal aussi pour étudier les grammaires. Donc, ça va être beaucoup plus, ça va contenir beaucoup plus de constructions que ce qu'on a vu dans le cours. Mais bon. Donc, un automate, ça va être quoi? Donc, ça, c'est ma représentation de l'état initial. Donc, ça va être Q0. Donc, mon automate à pile, comme un automate, il y a un état initial. J'ai des états finaux. Okay. Et puis maintenant, en fait, mes transitions, vous voyez, il y a trois parties. Il y a le symbole que je veux lire sur la pile. Pardon. Alors oui, ils ont fait ce choix-là, pardon. Le symbole que je veux lire sur le mot d'entrée, petit a. Le symbole que je veux lire sur la pile, par exemple grand Z. Et le mot qui va remplacer ce symbole. Donc ici, depuis Q0, si je lis un A et que j'ai un Z, ben je vais rajouter un A au début de ma pile. Et après, dans l'état Q1, ben chaque fois que je vois des A, ben en gros, je les accumule dans ma stack. Donc je lis un A, j'avais un A en tête de pile, je vais empiler un deuxième A. Donc comme je remplace un A par 2A, le nombre de A est augmenté de 1. Donc tant que je suis dans Q1 et que je lis des A,
ben, j'accumule des A dans mon gamma. Et peut-être qu'un jour, je vais lire un B. Et quand je lis un B, ben, je sais que j'ai déjà lu un A. Donc, je m'attends à trouver un A, de toute façon, sur le début de ma stack. Je vais remplacer par epsilon. Alors, chez JFlap, ça, c'est un epsilon, lambda. Et dans Q2, à chaque fois que j'ai un B et que j'ai un A, et ben en fait, je le substitue par epsilon, donc je décrémente le nombre de A que j'ai dans ma stack. Et au bout d'un moment, sans rien lire, si ma pile est vide, les Z, je vais arriver à l'état final. Alors, est-ce que vous avez une idée de ce que reconnaît cet automate? Ben, voyons. Si on lit un mot de la forme A, B, 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 voilà. Donc on va commencer avec une stack qui est vide. On va commencer à l'état Q0. Ben, je vois que je peux faire cette transition parce que j'ai un A au début et j'ai un Z dans ma pile. Donc là, ça va me donner Q1. J'ai A, B, j'ai un A et 3B. Mais par contre, j'ai accumulé le A dans ma stack en faisant cette transition. Et ici, j'ai un A et j'ai un A au début de ma stack. Donc, ça va me donner, je vais rester dans Q1. Donc, c'est quoi un pushdown? C'est un automate qui peut se permettre de mémoriser, en gros, quelque chose qui calcule à partir de ce qu'il a lu. Donc, il a de la mémoire. Okay. Alors, il n'a pas trop de mémoire, il a juste une stack. Donc, là, ma stack, je l'ai utilisée pour mémoriser combien de A j'ai lu. Donc, c'est plus fort que les automates, parce que dans un automate, j'oublie le passé. Je ne sais pas par où je ne me souviens plus des lettres que j'ai lues. Ici, je peux m'en souvenir, mais en gros, j'ai qu'une seule cellule, j'ai qu'un seul mot. Je n'ai pas plusieurs registres. Alors, on va voir que ça va être important, ça. Là, maintenant, j'ai Q1 et GB, donc je ne peux pas faire cette transition. Par contre, je peux faire celle-là, surtout parce que j'ai un A au début. Donc là, je vais passer dans Q2. Je consomme mon B. Et mon A ici, il est remplacé par epsilon. Donc, qu'est-ce qui me reste? Il me reste AZ. Et je peux refaire maintenant, je peux faire cette transition-là qui me laisse dans Q2. Et bien là, je suis bloqué. Pourquoi je suis bloqué? Parce que j'ai bien un B, mais je n'ai pas de A au début. Okay. Donc, ce mot-là, il n'est pas reconnu. Par contre, le mot AABB, il aurait été accepté, lui. Bon. Si ce n'est pas clair, on voit en gros que les mots de la forme ANBN peuvent être acceptés par cet automate. Monsieur, ouais. C'est-à-dire que pour passer d'un état à l'autre, il y a deux contraintes. Il y a les contraintes des symboles et les contraintes de la pile, on va dire. Voilà, donc ici, ça sera toujours un seul symbole. Et ici, c'est le symbole qui doit se trouver au début de la stack. Et vous voyez que vous avez le droit d'utiliser des symboles qui ne sont pas dans l'alphabet. Quelque chose qui ressemble un peu au non terminal de notre grammaire. Donc, c'est un peu plus contraint dans le sens où on doit matcher deux choses. Mais c'est plus puissant parce qu'on peut utiliser cette mémoire de la stack. Donc là, par exemple, mon automate, il utilise la stack pour mémoriser combien de A j'ai lu. OK. Et donc, le jour où j'arrive, je lis mon premier B, eh ben, je connais la valeur de n. C'est le nombre de A que j'ai accumulé. Je pourrais aussi faire un automate qui reconnaît AN B puissance 2n.
chaque fois que je lis un A, je pourrais accumuler AAA. Donc j'aurai deux copies. Donc je calcule 2n. Voilà. Par contre, je vois mal comment je pourrais faire AN, BM, C, N fois M. Parce que avec ma stack, je sais pas, je vois mal comment je pourrais faire une multiplication. J'arrive à faire des sortes d'addition, des choses comme ça. Donc ça dit qu'il y a une sorte de limite, mais que c'est beaucoup plus puissant. Une autre chose qui semble assez évident aussi, c'est que ça, c'est une vraie extension des automates. C'est-à-dire que si je prends un automate, il suffit que je ne joue pas avec la stack et j'ai un automate à pile. Donc, les automates à pile, ils sont strictement plus expressifs que les automates à état fini. Donc, c'est quoi les cas possibles? On a une transition. Donc voilà, ça c'est le cas qu'on a vu. On a les cas où on fait une transition epsilon, donc on ne change pas le mot. Okay. Donc on touche juste à la stack. Il y a des cas où on lit le mot mais on ne change pas la stack. Donc ça va correspondre à un shift au niveau de la grammaire. Et puis il y a des cas où voilà, on lit un epsilon et au lieu de mettre un bêta, voilà, le bêta qu'on met c'est un epsilon, donc on réduit la taille de la stack. Donc c'est 4 configurations possibles de règles. Et voilà la puissance de mon automate. Alors, je ne vous ai pas réellement parlé des conditions d'acceptation. En fait, il y en a plusieurs qui sont le plus souvent équivalents. Donc, celle qu'on a utilisée dans l'exemple tout à l'heure, c'est on finit en ayant lu tout le mot. Donc, le mot est vide et la pile est vide. On se retrouve avec le symbole Z. Il y en a dans lequel il suffit juste d'être dans un état acceptant. Il y en a où on se moque de l'état, il faut juste que la pile soit vide. Voilà. C'est au choix. Ça ne fait pas de grande différence au niveau expressivité. Un autre exemple d'automate, pour vous montrer un peu la puissance de cet outil-là. Alors, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Celui-là, il lit des A. Donc, initialement, en fait, il accumule le nombre de A qu'il a. Quand il voit un B, il le consomme. Ça, c'est exactement le même que tout à l'heure. C'est n de puissance n. Mais vous voyez que je l'ai fait avec seulement 2 états, en supposant une condition d'acceptation qui est pile vide. Donc, cet automate-là, il n'était pas minimal. Okay. J'ai un automate push-down pour le même langage qui n'a que 2 états. Un autre exemple un peu plus marrant. Ça va reconnaître des mots de la forme des sortes de palindromes. Donc je lis un mot, je vois le caractère C, et après C, j'ai le mot à l'envers. Bon, vous voyez, ça, ce genre de choses, c'est assez facile à faire. Alors cet exemple n'est pas très intéressant en termes de langage. Il est plus intéressant en termes de grammaire, parce que ça, c'est des... Bon, le cours de cette année était beaucoup plus court à raison du Covid, il y a des choses que j'ai sautées. Donc cet exemple-là, il ne va peut-être pas vous parler, mais bon. Donc comment ça marche? Il suffit de lire W. Donc quand je lis un B, je mémorise. Quand je lis un A, je mémorise que j'ai lu un A. Et comme je les empile de manière last in, first out, LIFO. Puis quand je fais un C, je vérifie que je lis bien le mot après à l'envers.
Donc ça, c'est des mots, enfin, c'est des langages qui ne sont pas du tout réguliers, quoi. Alors le résultat qui nous manque, bah, c'est quel est le lien entre donc, pushdown et langage algébrique. Donc langage reconnu par des grammaires contexte-free. Donc l'équivalent de automata état fini, langage régulier, bah, ça va être pushdown automata, langage algébrique. Okay. Un langage algébrique, c'est un langage reconnu par un pushdown. Donc on a vu qu'on a les automates à état fini dans les pushdown, c'est assez simple de voir que régulier est inclus dans alg. On va regarder, je vais vous donner une preuve que en fait, tous les langages qui sont contexte-free sont aussi algébriques. Alors pour ça, il suffit de construire un pushdown à partir de la grammaire. Ce qu'on ne va pas voir, mais faites-moi confiance, on peut montrer que les langages algébriques sont clos par l'union, par l'étoile, donc l'itération, là, ce qu'on appelle l'étoile de Kleene, par la concaténation. Okay. Par contre, il y a une preuve qui ne sont pas clos par l'intersection et le complément, donc, contrairement au langage régulier. Okay. Donc ça va vous dire qu'en gros, si vous prenez le complément d'un langage algébrique, donc sa négation, quoi, ou si vous voulez faire l'intersection de deux langages algébriques, il n'est pas nécessairement algébrique. Donc, les langages réguliers, c'est la dernière classe de langage, on va dire, qui a toutes ces bonnes propriétés de clôture. Alors, comment on prouve que les contexte-free sont dans les langages algébriques? Ben, en gros, on peut construire un automate, un pushdown qui a un seul état et qui fait qui implémente, donc il y a une transition par règle de production. Donc, imaginons que j'ai une règle de la forme S donne AS. Okay. Ça veut dire quoi? Dans mon automate, ça veut dire que en partant de Q, si je lis un A, okay, et que je devais trouver quelque chose qui commence par S, je veux arriver dans l'état voilà, depuis Q. Si je lis un A et que j'ai un S, il me reste à trouver un S. Depuis S, si je lis un epsilon, okay, il me faudra trouver vide. Depuis S, si je lis un B et que je suis dans S, il me restera à trouver vide. Donc vous voyez, à partir d'un ensemble de règles, alors écrites de telle manière à ce que j'ai fait remonter le symbole de tête. Okay. Donc ça, c'est toujours possible. Hein. Donc en écrivant la grammaire de la forme x égale alpha, où alpha commence juste par des symboles, je peux associer à cette grammaire-là un pushdown qui n'a qu'un seul état, qui a autant de transitions que de règles, et on peut démontrer que tout mot accepté par ce pushdown, c'est un mot pour lequel on a une dérivation dans la grammaire. Alors, c'est quoi le piège? Alors, juste pour vous donner un exemple, un peu plus parlant, donc ça, c'était le premier exemple de grammaire qu'on avait vu tout à l'heure. C'est un exemple de grammaire LL. Hein. Je fais une table.
À partir de la table, je peux construire un push-down avec un seul état. Là, j'en ai mis 3 pour être un peu plus explicite. Il me dit, si je dois lire si je vois un A et qu'il me restait à faire un S, ok, ben, il va me rester à faire S, B et T. Voilà. Donc, quand je vois un S, je peux faire ça. Excusez-moi, ça veut dire quoi, CFL? Alors, CFL, c'est Context Free Language. Donc, c'est Oui, des d'accord, merci. langages qui correspondent, enfin, c'est des langages reconnus, acceptés par une grammaire context free. OK. Donc, à une grammaire, on peut associer un langage. Donc, tes CFL, s'il existe une grammaire qui est CFG, donc qui est de type 2, qui te reconnaît. Tu es algébrique s'il existe un PDA qui te reconnaît. D'accord? D'accord. Donc, pour montrer ça, on montre un codage comme ça. Alors, on pourra démontrer un codage dans l'autre sens, et donc l'égalité. Cette construction, elle a l'air assez grossière. Donc, en fait, ce qu'on dit, c'est que c'est plus fort. On a un codage qui construit un automate, mais en plus de taille 1. Mais le vrai souci de cet automate-là, c'est qu'il est, il est très hautement ambigu, très hautement non déterministe. Vous voyez, enfin, ça revient à la présentation de la grammaire dans laquelle vous devinez au hasard quelle règle de production je dois utiliser. Donc ce PDA-là, il n'est pas idéal pour faire un parseur. Donc c'est un push-down qui vous démontre, qui est pratique pour vous démontrer que chaque langage context-free peut être reconnu par un push-down. Par contre, c'est un push-down qui est non déterministe, et donc on n'est pas plus avancé. Donc le vrai résultat du cours, c'est que si vous avez une grammaire qui est LL de 1, pour laquelle vous pouvez construire une table, en fait, la table, c'est assez facile de la transformer en automate push-down, qui lui sera déterministe. Puisque pour chaque couple d'une lettre et d'un symbole de tête, vous n'avez qu'une seule action à faire. Okay. C'est quoi le lien avec le fait que les langages algébriques ne sont pas clos par intersection et complément? En fait, ça vous montre aussi que les push-down déterministes ne sont pas clos par complément et par intersection, contrairement aux automates à état fini.